Dans ma famille, on m'a toujours appelé le sceptique. C'était une étiquette que j'arborais avec une certaine fierté têtue. Quand j'étais petit, ma grand-mère me racontait des histoires du bayou de sa jeunesse, des récits remplis de choses qui défiaient toute explication simple. Elle parlait de créatures qui marchaient sur deux jambes, mais qui n'étaient manifestement pas humaines, d'ombres qui semblaient se mouvoir avec une intention contraire au vent, de sons résonnant à travers le marais qui n'appartenaient à aucun animal connu. Je m'asseyais et j'écoutais, en petit fil dévoué, hochant la tête aux moments opportuns, mais à l'intérieur, mon esprit était un tourbillon de réfutation rationnelle. Mémé prenait de l'âge, me disais-je, et les souvenirs des anciens ont tendance à s'embellir, à devenir plus fantastiques à chaque nouvelle narration. Ce scepticisme est devenu une part essentielle de mon identité. Pendant 37 ans, il a été mon bouclier contre l'irrationalité du monde. Chaque vidéo granuleuse d'un prétendu cryptide, chaque récit haletant d'une observation de Sasquatch, chaque croyant aux yeux écarquillés, jurant sur une pile de Bible avoir vu l'impossible. Je les balayais tous d'un revers de main froid et logique. C'étaient des gens en quête d'attention, des mystificateurs, ou simplement des personnes à l'imagination débordante qui avaient vu un ours dans de mauvaises conditions de lumière et laissé leur esprit combler les vides monstrueux. Je m'enveloppais dans ce scepticisme confortable comme dans un cocon protecteur. Puis, il y a 5 semaines, mes propres caméras de sécurité ont filmé quelque chose qui a fait voler ce cocon en éclats, me laissant froid et exposé à une réalité que j'avais passé ma vie à nier. Le silence depuis cette nuit-là est devenu un poids écrasant. Je dois le dire à quelqu'un, même si ce ne sont que des inconnus sur Internet qui concluront probablement que j'ai perdu la tête. Et peut-être que c'est le cas. Mais si ce n'est pas le cas, alors les gens doivent savoir ce qui se cache vraiment dans les endroits sauvages, nous observant depuis l'ombre, apprenant nos habitudes et parfois décidant de regarder de plus près. Mon nom n'a aucune importance dans ce récit. Ce qui compte, c'est l'endroit où je vis et ce qui s'y est passé. Je possède une petite maison sans prétention dans le Vermont rural, située à environ 25 km d'une ville si minuscule qu'elle n'est qu'une simple tache sur la plupart des cartes. La propriété elle-même fait un peu plus d'1 hectare. La partie avant est une image de la vie domestique de la Nouvelle-Angleterre, une pelouse modeste, une allée en gravier qui crisse de façon satisfaisante sous les pneus, une grange usée par le temps que j'utilise comme débarras et un porche couvert où j'ai passé d'innombrables soirées d'été à regarder les lucioles danser. La moitié arrière de ma propriété, cependant, est un tout autre monde. Elle descend en pente vers une forêt dense et sauvage qui sert de porte d'entrée à des milliers d'hectares de nature protégée. Au loin, les Green Mountains se dressent comme d'anciens géants endormis, leurs pentes formant une épaisse tapisserie d'arbres à feuilles caduques et de conifères qui constituent un mur de verdure impénétrable pendant les mois chauds. Quand l'automne arrive et que les feuilles tombent, on peut voir plus profondément dans les bois, mais cela ne fait qu'accentuer la sensation d'un espace vaste et vide, avec toutes ces branches nues s'étirant comme des doigts squelettiques vers un horizon que l'on ne peut jamais tout à fait atteindre. J'ai acheté cet endroit il y a 8 ans. Mon entreprise de conseil en logiciel avait enfin atteint un point où elle générait suffisamment de revenus pour que je puisse travailler de n'importe où, du moment qu'il y avait une connexion Internet décente. L'isolement n'était pas un inconvénient, c'était le principal argument de vente. J'avais passé ma vingtaine et le début de ma trentaine entassés dans le chaos urbain de Boston, entouré d'une cacophonie constante de bruit, de gens et de la pression incessante de la vie en ville. Quand l'occasion de m'échapper s'est présentée, je l'ai saisie sans la moindre hésitation. Mes plus proches voisins sont un couple de personnes âgées à près de 800 mètres sur la route. Ils sont très discrets, ne s'aventurant dehors que rarement pour relever leur courrier ou s'occuper de leurs poules.
La ville elle-même est une relique d'une époque révolue, avec une épicerie générale, un bureau de poste, une caserne de pompiers volontaires et pas grand-chose d'autre. Les gens s'installent ici précisément parce qu'ils recherchent la solitude. Cela me convenait parfaitement, du moins jusqu'à récemment. Les événements étranges ont commencé subtilement, dans les derniers jours de la fin de l'été, vers la fin du mois d'août. C'étaient de petites choses au début, si insignifiantes que je les ai à peine remarquées comme étant inhabituelles. Je sortais le matin pour m'occuper de mon potager et je trouvais des outils déplacés de l'endroit où j'étais certain de les avoir laissés la veille. Pas de façon spectaculaire, juste décalés de quelques mètres, comme si quelqu'un les avait ramassés, examinés d'une main curieuse, puis reposés à un endroit légèrement différent. Au début, j'ai mis ça sur le compte de ma propre distraction. Je travaille souvent de longues heures, les yeux rivés sur des lignes de code jusqu'à ce que ma vue se brouille, et ce ne serait pas la première fois que j'oublierais l'emplacement exact d'un objet. Mais le phénomène est devenu plus persistant, plus difficile à ignorer. Un râteau que j'étais certain d'avoir laissé appuyer contre la grange se retrouvait à plat dans l'herbe, à 6 mètres de là. Une paire de gants de jardinage disparaissait de mon établi de rempotage pour réapparaître quelques jours plus tard, perché au sommet de mon tas de bois. Un matin, l'étrangeté a pris une tournure plus délibérée, plus troublante. J'ai trouvé 3 de mes outils à main, une truelle, un cultivateur et un désherbeur, disposés en une rangée parfaite et précise près de la lisière de la forêt, alignés parallèlement les uns aux autres avec un espacement parfaitement égal entre eux. Ce n'était pas de la distraction, c'était autre chose. Les poubelles sont devenues le mystère suivant. Je garde mes poubelles dans un petit enclos en bois derrière la grange, une structure solide avec un portillon à loquet conçu pour les protéger du vent et des animaux. Pendant des années, le système avait été impeccable. Les ratons laveurs ne pouvaient pas entrer, les ours ne pouvaient pas renverser les poubelles, et tout restait propre et contenu jusqu'au jour du ramassage. Puis, soudain, j'ai commencé à trouver le portillon de l'enclos ouvert le matin. Les poubelles elles-mêmes étaient dérangées, mais pas d'une manière qui suggérait une activité animale. Les couvercles étaient soigneusement retirés et mis de côté, le contenu fouillé et parfois éparpillé, mais rien n'était jamais réellement mangé ou emporté. C'était comme si quelque chose cherchait un objet spécifique et ne le trouvant pas, repartait déçu. J'ai décidé de renforcer ma sécurité et j'ai ajouté un cadenas à combinaison au portillon, un cadenas qui nécessitait 3 chiffres pour s'ouvrir. 2 jours plus tard, j'ai trouvé le portillon grand ouvert, le cadenas défait accroché au loquet. Il n'avait pas été coupé ni forcé, il avait simplement été ouvert, comme si quelqu'un ou quelque chose avait soit connu la combinaison, soit patiemment compris comment le mécanisme fonctionnait. C'est à ce moment-là qu'un véritable et profond sentiment de malaise a commencé à s'installer. Les empreintes de pas sont apparues à peu près à la même époque, après qu'une forte pluie eut ramolli le sol autour de ma propriété, le transformant en une toile boueuse. Là, près de ma porte arrière, il y avait des marques que je ne pouvais pas expliquer. Elles étaient trop grandes pour être humaines, mais trop semblables à celles d'un humain pour appartenir à un animal que je connaissais. Chaque empreinte mesurait au moins 45 cm de long et peut-être 18 cm de large, avec des marques d'orteils claires et distinctes à une extrémité et un talon large et lourd à l'autre. Elle ressemblait presque à une version agrandie d'une empreinte de pied humain, mais avec des proportions subtilement et étrangement incorrectes. Les orteils semblaient trop longs, la voûte plantaire trop plate. Je me suis agenouillé dans la boue, j'ai mesuré l'une des empreintes les plus nettes et je l'ai photographiée, mon esprit s'emballant pour trouver une explication raisonnable. Peut-être qu'un employé des services publics était passé sur ma propriété avec des bottes spéciales surdimensionnées. Peut-être que la pluie avait déformé une empreinte normale, la faisant paraître plus grande qu'elle ne l'était. Peut-être que j'étais juste fatigué, que mes yeux me jouaient des tours dans la lumière du matin. Les explications que j'échafaudais me semblaient fragiles et peu convaincantes,
mais elle constituait une alternative préférable à la vérité. L'alternative était que quelque chose avec des pieds de cette taille s'était promené autour de ma maison au milieu de la nuit, et je n'étais pas encore prêt à accepter cette possibilité glaçante. Les bruits ont commencé quelques semaines plus tard, début septembre, alors que les nuits s'allongeaient et que l'air commençait à porter le parfum vif et pur de l'automne approchant. J'étais au lit, vers minuit, flottant dans cet espace liminal entre l'éveil et le sommeil, quand je l'ai entendu, des pas sur mon porche arrière. Ce n'étaient pas les bruits rapides et furtifs de petits animaux, ni le cliquetis délicat des sabots de cerf. C'étaient des pas lourds, délibérés, pesants, comme ceux d'une grande personne marchant lentement et méthodiquement sur les planches de bois. Les pas s'arrêtaient par intermittence, comme si ce qui les produisait s'arrêtait pour regarder autour, pour examiner quelque chose, avant de continuer sa patrouille, d'un bout à l'autre du porche, faisant le tour sur le côté de la maison, puis revenant à l'arrière. Ce manège a duré peut-être 15 minutes, pendant que je restais figé dans mon lit, chaque muscle tendu, m'efforçant d'entendre chaque détail tout en souhaitant simultanément ne rien entendre du tout. Quand j'ai finalement trouvé le courage de prendre une lampe de poche et de regarder dehors, il n'y avait rien, aucune empreinte sur le porche, aucun signe de perturbation, rien pour indiquer que quoi que ce soit s'était promené autour de ma maison quelques instants auparavant. Je me suis convaincu que je l'avais imaginé, que les bruits avaient été un rêve que j'avais pris pour la réalité. Mais les bruits sont revenus la nuit suivante, et la nuit d'après, devenant bientôt une caractéristique régulière et terrifiante de mes nuits. Toujours tard, toujours ces mêmes pas lents et lourds, tournant autour de ma maison comme une sentinelle patrouillant son périmètre. Les grattements ont commencé environ une semaine plus tard. J'étais couché dans mon lit ou assis dans mon salon, la lueur de la télévision pour seule compagnie, et j'entendais quelque chose se traîner sur la vitre de mes fenêtres. Ce n'était pas le grattement aléatoire et chaotique des branches agitées par le vent. C'étaient des bruits méthodiques, délibérés, comme des ongles ou des griffes traînées lentement et intentionnellement sur la surface. Le grattement se déplaçait d'une fenêtre à l'autre, s'arrêtant parfois à chacune pendant plusieurs secondes avant de poursuivre son circuit. Je suivais le son de l'intérieur, le cœur battant dans ma poitrine, traquant sa progression autour de la maison. Mais chaque fois que je prenais mon courage à deux mains pour tirer le rideau et regarder dehors, il n'y avait jamais rien. Juste l'obscurité profonde de la nuit du Vermont et les formes lointaines et squelettiques des arbres se balançant dans la brise. J'ai commencé à dormir avec une batte de baseball à côté de mon lit et un couteau de chasse sur ma table de chevet. Je n'avais jamais été un adepte des armes, préférant compter sur l'isolement de ma propriété pour ma sécurité, mais maintenant, j'avais un besoin désespéré de quelque chose de solide à quoi m'accrocher quand les bruits arrivaient. La batte et le couteau étaient de maigres défenses contre un ours ou un cambrioleur déterminé, mais ils m'apportaient une petite mesure de réconfort désespéré, le sentiment d'être un peu moins impuissant. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'événement qui a complètement brisé mon déni, est survenu par une nuit froide de la mi-octobre. Je me suis couché vers 11 heures, après avoir accompli mon rituel nocturne de vérification de toutes les serrures, et je suis tombé dans un sommeil agité et anxieux. Je me suis réveillé vers 5 heures du matin avec un sentiment immédiat que quelque chose n'allait pas. L'air dans la maison était différent, plus froid qu'il n'aurait dû l'être, et il y avait une faible odeur terreuse qui n'avait rien à faire là. Je suis sorti du lit et j'ai marché vers la cuisine, et c'est là que je l'ai vu. La porte arrière était entr'ouverte d'environ 15 cm, un filet d'air froid d'automne s'infiltrant dans ma maison. Et sur le sol de ma cuisine, menant de la porte au réfrigérateur et revenant, il y avait des empreintes de pas boueuses. Ces mêmes empreintes massives et humanoïdes que j'avais trouvées dehors, maintenant tracées directement à l'intérieur de ma maison. Quelque chose était entré chez moi pendant que je dormais, avait marché jusqu'à mon réfrigérateur, puis était reparti par où il était venu, laissant la porte entr'ouverte dans son sillage. Je me suis précipité vers la porte arrière et j'ai vérifié la serrure.
C'était une bonne serrure, un verrou de sûreté robuste que j'avais installé moi-même en emménageant. La serrure n'était ni forcée, ni cassée. Elle avait simplement été ouverte. Cela signifiait que ce qui était entré avait soit une clé, ce qui était impossible, car j'étais le seul à en posséder une, soit avait réussi à comprendre comment manœuvrer le verrou de l'extérieur. Aucune de ces options n'offrait le moindre réconfort. Ce jour-là, j'ai conduit 40 minutes jusqu'à la ville, la plus proche, possédant un bon magasin de bricolage, et j'ai acheté un système complet de caméras de sécurité. 4 caméras sans fil, avec vision nocturne, détection de mouvement et suffisamment de stockage pour enregistrer en continu pendant des semaines. Toute l'installation m'a coûté près de 1 000 $, mais après avoir trouvé ces empreintes dans ma cuisine, j'aurais volontiers payé 10 fois plus pour avoir des réponses. Je me suis dit que les caméras étaient une précaution de sécurité sensée. Quelques cambriolages avaient été signalés dans la région cet été, des maisons isolées ciblées par des voleurs opportunistes. Le bureau du shérif local était surchargé et n'avait fait que peu de progrès. Un système de sécurité semblait être une mesure raisonnable pour quiconque vivait seul dans une région reculée. C'est l'histoire que je me suis racontée. Mais au fond de moi, je savais que je cherchais tout autre chose. Je voulais voir ce qui laissait ses empreintes, ce qui se promenait autour de ma maison la nuit, ce qui était entré dans ma cuisine pendant mon sommeil. Je voulais la preuve que je n'étais pas en train de perdre la raison. L'installation des caméras a pris la meilleure partie de l'après-midi. J'en ai monté une au-dessus de la porte d'entrée, couvrant l'allée et l'approche de la maison. Une autre au-dessus de la porte arrière, orientée pour capturer le porche et le jardin au-delà. Une troisième couvrait le côté de la maison où se trouvait l'enclos à poubelle, et j'ai positionné la quatrième dans ma cuisine, pointant par la fenêtre vers la lisière de la forêt à l'arrière de ma propriété. Le système se connectait à mon Wi-Fi domestique, se liant à une application sur mon téléphone qui me permettait de surveiller les 4 flux en temps réel et de revoir les enregistrements. Je pouvais également configurer des alertes de mouvement qui me notifieraient chaque fois qu'une des caméras détecterait un mouvement. Pendant les premiers jours suivant l'installation, il ne s'est rien passé. Pas de bruits étranges, pas de poubelles dérangées, pas d'empreintes mystérieuses. Les alertes de mouvement se déclenchaient occasionnellement, pour des cerfs traversant le jardin ou des ratons laveurs fouinant près de la grange, mais rien d'anormal. J'ai commencé à penser que les caméras elles-mêmes étaient peut-être dissuasives. Les lumières rouges clignotantes indiquant qu'elles enregistraient avaient peut-être suffi à effrayer ceux qui me rendaient visite. C'était peut-être fini, j'aurais dû m'en douter. Il y a 3 semaines, un jeudi soir, j'ai reçu ma première alerte de mouvement inexpliqué à exactement 2h23 du matin. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet, me tirant brusquement d'un sommeil léger. Je l'ai attrapé, le cœur commençant déjà à s'emballer, m'attendant à voir des images d'un cerf ou peut-être d'un chat errant. Quand j'ai ouvert l'application et lancé l'enregistrement de la caméra de la porte arrière, mon sang s'est glacé. La vidéo montrait mon porche et mon jardin illuminés dans le vert monochrome et sinistre de la vision nocturne. Pendant les premières secondes, rien ne semblait anormal. Puis une forme sombre est entrée dans le champ par la gauche, traversant toute la longueur du porche, en ce qui semblait être 3 ou 4 enjambées incroyablement longues, avant de disparaître du côté droit de l'écran. L'événement entier n'a pas duré plus de 5 secondes, et la forme était trop rapide et trop floue pour être distinguée clairement. Mais une chose était immédiatement et terrifiante évidente. Ce qui avait traversé mon porche était grand, très grand, et ça marchait debout sur 2 jambes. J'ai dû regarder ce clip 30 fois cette nuit-là, le mettant en pause et avançant image par image, essayant désespérément de me convaincre que j'interprétais mal ce que je voyais. La balustrade de mon porche arrière m'arrive à peu près à la taille, à environ 85 cm du sol. Ce qui a traversé le porche dans cette vidéo avait des épaules clairement visibles au-dessus de la balustrade, même s'il semblait se déplacer légèrement accroupi.
Cela signifiait qu'il était grand, incroyablement grand, et sa démarche n'était pas tout à fait humaine. L'enjambée était trop longue, le mouvement trop fluide, comme quelque chose qui était plus à l'aise pour se déplacer sur deux jambes que n'importe quel humain que j'avais jamais vu. Quand l'aube a enfin pointé, je me suis forcé à sortir pour examiner le porche. L'épreuve m'attendait. Des empreintes fraîches dans de la boue qui avaient été déposées sur la terrasse. Ces mêmes empreintes massives de pieds nus. Mais c'étaient les empreintes les plus nettes que j'avais vues jusqu'à présent, avec des marques d'orteils bien définies et une empreinte de talon qui semblait troublante humaine malgré sa taille impossible. Je les ai photographiées sous plusieurs angles, les mesurant par rapport à mon propre pied pour l'échelle. La plus grande empreinte mesurait 48 cm du talon aux orteils. Mon pied mesure 22 cm de long. J'ai passé le reste de la journée à essayer de rationaliser ce que j'avais vu. Peut-être que c'était un farceur en costume, peut-être que l'angle de la caméra avait créé une perspective forcée, faisant paraître une personne de taille normale plus grande. Peut-être que les empreintes dataient d'avant et que je ne les avais simplement pas remarquées. Les explications sonnaient creux, même alors que je les formulais dans mon esprit. J'avais vu la vidéo. J'avais mesuré les empreintes. Quelque chose qui défiait toute explication simple avait traversé mon porche au milieu de la nuit. Au cours de la semaine suivante, les alertes de mouvement sont devenues un événement nocturne, toujours entre minuit et 4 heures du matin, toujours depuis la caméra de la porte arrière. Les images étaient toujours les mêmes. Une grande forme sombre, se déplaçant trop rapidement pour que la caméra la capture clairement, traversant parfois le porche, parfois visible dans le jardin près de la lisière de la forêt, parfois se tenant juste au bord du cadre, comme si elle observait la maison. Les empreintes ont commencé à apparaître partout, sur le porche, dans les parterres de fleurs, dans la terre meuble de mon potager, et même sur le capot de ma voiture un matin, comme si quelque chose y était monté pour avoir un meilleur point de vue. J'ai commencé à tenir un journal, remplissant un carnet de dates, de lieux et de mesures, essayant de trouver un schéma qui m'aiderait à comprendre à quoi j'avais affaire. La nourriture a commencé à disparaître de ma cuisine à peu près à la même époque. Au début, je pensais que c'était juste un oubli de ma part. Peut-être avais-je mangé ce paquet de charcuterie et l'avais-je oublié. Mais les écarts sont devenus trop constants pour être ignorés. Je me couchais avec un paquet plein de jambon en tranches dans mon réfrigérateur et je me réveillais pour le trouver vide. Une miche de pain entière disparaissait pendant la nuit. Un sac de pommes s'évanouissait de mon plan de travail. La nourriture manquante était toujours des choses qui pouvaient être mangées sans préparation. Viande crue, pain, fruits. Les plats surgelés et les conserves étaient toujours intacts. J'ai installé un verrou à peine coulissant sur ma porte de cuisine, me sentant ridicule en le faisant. Le verrou n'a servi à rien. Le premier matin, après l'avoir installé, je me suis réveillé pour le trouver ouvert et plus de nourriture manquante. Pas forcé, pas cassé, juste ouvert, comme si ce qui était entré avait simplement compris comment le mécanisme fonctionnait. Ce n'était pas un animal agissant par instinct. C'était quelque chose qui pouvait observer une serrure, comprendre sa fonction et la déjouer avec intelligence. J'ai décidé que je devais rester réveillé, je devais le voir de mes propres yeux. Je me suis installé dans mon salon avec une vue dégagée sur le couloir menant à la cuisine, mon ordinateur portable ouvert sur les flux de sécurité. La nuit a été calme jusqu'à environ 1h30 du matin. Je luttais pour rester éveillé quand un léger cliquetis provenant de la cuisine m'a mis en état d'alerte maximale. J'ai entendu des portes de placard s'ouvrir et se fermer, puis le son de succion distinctif de la porte du réfrigérateur qu'on ouvre. Quelque chose était dans ma cuisine. J'ai ramassé la batte de baseball à côté de mon canapé et j'ai rampé le long du couloir, chaque instinct me hurlant de me cacher. Les bruits de la cuisine continuaient. Le froissement d'emballage, une respiration lourde, trop profonde et trop lente pour être humaine. Il y avait une odeur aussi, musquée et sauvage, comme un marécage par une chaude journée d'été. J'ai jeté un coup d'œil dans l'embrasure de la porte de ma cuisine.
Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Il y avait quelque chose dans ma cuisine qui n'était pas humain. C'était énorme, mesurant au moins 2,30 m, le corps entièrement couvert d'une épaisse fourrure brun foncé. Ses épaules étaient massives, d'au moins 1 mètre de large, se rétrécissant vers une tête posée sur un cou presque inexistant. Ses bras étaient longs, pendant au-delà de ses genoux, et ses mains étaient immenses, avec des doigts épais, qui manipulaient mes boîtes de nourriture avec une délicatesse surprenante. J'ai regardé, figé, pendant qu'il parcourait méthodiquement mon réfrigérateur, sentant chaque article avant de le manger ou de le mettre de côté. Ses mouvements étaient délibérés et réfléchis. Il savait ce qu'il cherchait. La tête de la créature était la partie la plus troublante. Je l'ai vue de profil lorsqu'elle s'est tournée. Le crâne était plus grand que celui d'un humain, avec une lourde arcade sourcilière surplombant des yeux enfoncés. Le visage était sombre et coriace, avec un nez plat et large. Mais ce sont les yeux qui m'ont captivé. Même de profil, je pouvais y voir de l'intelligence, une conscience, une compréhension. Ce n'était pas une bête primitive. Puis, il s'est arrêté et est devenu complètement immobile. Sa tête s'est légèrement tournée dans ma direction. Il m'avait senti. Lentement, il s'est redressé de toute sa hauteur, sa tête touchant presque mon plafond de 2,40 m. Il s'est tourné plus complètement vers le couloir, et pour la première fois, j'ai vu ses yeux clairement. Ils reflétaient la lumière du réfrigérateur comme ceux d'un animal, mais l'intelligence derrière eux était indubitable. Il savait que j'étais là. Nous nous sommes regardés à travers ma cuisine pendant ce qui a semblé une éternité. La créature a légèrement incliné la tête, me considérant avec ce qui ressemblait presque à de la curiosité, pas de l'agressivité. Soudain, de profondes vocalisations ont éclaté depuis les bois, derrière ma maison. Des appels ou des signaux échangés entre individus. La créature dans ma cuisine a réagi immédiatement, se détournant de moi. Mais au lieu de se précipiter dehors, elle a commencé à faire quelque chose qui m'a glacé plus encore que sa taille ou ses yeux. Elle a commencé à nettoyer. Elle a essuyé le plan de travail avec sa main massive, balayant les miettes. Elle a fermé les portes de placard qu'elle avait ouvertes. Elle a même ramassé des emballages jetés par terre et les a mis dans ma poubelle. Cette chose minimisait délibérément les preuves de sa présence. Elle comprenait qu'elle se trouvait dans un espace humain et prenait des mesures pour dissimuler son intrusion. Elle s'est dirigée vers la porte arrière, a examiné le verrou de sûreté un instant, puis l'a soigneusement déverrouillé et ouvert comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Elle a fait une pause dans l'embrasure de la porte et m'a regardé une dernière fois. Je n'y ai vu aucune menace, mais une forme de reconnaissance. Puis elle est sortie et a doucement refermé la porte derrière elle. J'ai couru à la fenêtre et je l'ai regardée traverser mon jardin de longues enjambées fluides, disparaissant dans la forêt sans un bruit. Les vocalisations provenant des bois ont continué pendant plusieurs minutes. Il n'y en avait pas qu'un seul. Ils étaient plusieurs là-dehors. Je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Les images de sécurité ont tout confirmé. La caméra de la porte arrière l'a filmé entrant à 1h47, le montrant en train d'examiner la porte avant de manipuler le verrou. La caméra de la cuisine a enregistré sa recherche méthodique, mais la partie la plus glaçante est venue après son départ. Pendant près de 15 minutes, je pouvais voir des formes indistinctes se déplaçant à la limite de la portée de la caméra, observant ma maison depuis la sécurité de la lisière de la forêt. Il y avait un groupe et ils étudiaient ma propriété. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard d'épuisement et de peur. J'ai pensé aller à la police, mais qu'aurais-je dit? Que Bigfoot pillait mon réfrigérateur? Il m'aurait pris pour un fou. À la place, j'ai fait des recherches sur tout ce que je pouvais trouver concernant des rencontres similaires. Il y avait des centaines d'histoires venant de toute l'Amérique du Nord, beaucoup décrivant des créatures qui correspondaient presque exactement à ce que j'avais vu. De grands humanoïdes couverts de poils, faisant preuve d'intelligence, généralement non agressifs, plus curieux qu'hostiles. Cela correspondait à mon expérience, mais ça ne me rassurait pas pour autant.
5 jours après ma première rencontre rapprochée, ils sont revenus. Les alertes de mouvement ont commencé vers 23h30. J'ai regardé les flux en direct alors que 3 silhouettes distinctes se déplaçaient autour de ma maison. Leur comportement était différent cette fois. Ils semblaient travailler ensemble, menant une inspection systématique de ma propriété. L'un est resté près de la porte arrière, examinant le nouveau verrou que j'avais installé et testant les lumières à détecteur de mouvement, entrant et sortant de leur portée pour voir comment elles fonctionnaient. Un autre a fait le tour du côté de la maison, tandis qu'un troisième est resté près de la lisière de la forêt, agissant apparemment comme un guetteur. Celui à ma porte arrière semblait frustré par les changements. Il a testé la poignée de porte à plusieurs reprises, puis s'est déplacé vers une fenêtre de la cuisine, vérifiant si elle était verrouillée, examinant le cadre à la recherche de faiblesses. La créature apprenait, s'adaptait. Après environ 25 minutes, tous les trois se sont retirés dans les bois. Le lendemain matin, j'ai trouvé un petit tas de 7 galets lisses empilés près de ma porte arrière, un minuscule cairn délibéré. Ils m'avaient laissé un message. Au cours de la semaine suivante, les rencontres sont devenues plus fréquentes et plus audacieuses. Ils testaient mes défenses, sondaient les faiblesses, apprenant mes mesures de sécurité plus vite que je ne pouvais en mettre de nouvelles en place. La nourriture a recommencé à disparaître, malgré tous mes efforts. Ils parvenaient à entrer d'une manière ou d'une autre, déjouant des serrures que je pensais sûres, se déplaçant dans ma maison sans déclencher les nouveaux capteurs de mouvement intérieur. La pression psychologique était immense. Je dormais à peine. Le pire était la prise de conscience grandissante que cela n'allait pas s'arrêter. La semaine dernière, tout a atteint son paroxysme. J'avais passé quelques jours chez un ami en ville, essayant d'échapper à cette vigilance constante. Quand je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement senti que quelque chose était différent. De petites choses n'étaient pas à leur place. Mon thermostat était réglé sur une température différente. Quelque chose avait été dans ma maison pendant mon absence. Cette nuit-là, j'ai décidé d'attendre. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir doucement. Des pas ont traversé ma cuisine, puis le reste de ma maison, se rapprochant de ma chambre. Une ombre, plus grande et plus large que n'importe quel humain, s'est arrêtée devant ma porte partiellement ouverte. Elle savait que j'étais là. Puis elle a émis un son. Pas un grognement, mais une vocalisation basse et grondante avec la cadence et l'inflexion de la parole. Elle essayait de communiquer avec moi. Je suis resté là, figé, sans répondre. Après plusieurs autres vocalisations, elle s'est éloignée et est partie. Les images de sécurité de cette nuit-là ont tout changé. Elle ne montrait pas une, mais 4 créatures. Pendant que l'une était devant ma chambre, les autres parcouraient systématiquement mes affaires. Non pas pour détruire ou voler, mais pour les examiner comme des anthropologues. Elles ont regardé mes livres, tournant les pages avec leurs doigts massifs. Elles ont étudié mon ordinateur. Elles ont fouillé mon placard, manipulant mes vêtements, les sentant. Elles étaient fascinées par les photos de moi et de ma famille. Ce n'était pas un raid alimentaire, c'était de la reconnaissance. Elles apprenaient à me connaître. C'était il y a 8 jours. Je n'ai eu aucune rencontre depuis. Le silence soudain est presque plus angoissant que les visites régulières. J'ai pris la décision de vendre ma maison. Je ne peux plus vivre comme ça. Je n'obtiendrai probablement jamais de réponse aux questions qui me hantent. Que voulait-elle? Pourquoi ma maison? Qu'essayait-elle de communiquer? J'ai pensé à rendre mes enregistrements publics, mais je ne suis pas prêt à affronter l'examen minutieux et l'incrédulité. Pour l'instant, je veux juste m'en aller, mais je sais que je ne regarderai plus jamais une forêt sombre de la même manière. Je ne serai plus jamais convaincu que nous sommes les seuls êtres intelligents à arpenter cette planète. Ils sont là depuis qui sait combien de temps, nous observant, apprenant, s'adaptant. Ils connaissent nos maisons, nos serrures, notre technologie. Et ils ont réussi à garder leur existence cachée de la société dominante pendant toute l'histoire connue.
Si vous vivez dans une zone rurale, en bordure de la nature sauvage, faites attention. De la nourriture manquante, des poubelles dérangées qui ne ressemblent pas à une activité animale, des empreintes de pas inexpliquées, des bruits étranges la nuit, des objets déplacés de l'endroit où vous les aviez laissés, ce ne sont peut-être pas des événements aléatoires. Et si vous installez des caméras de sécurité, soyez prêts. Vous pourriez filmer quelque chose que vous ne vous attendiez pas à voir. Je ne croyais pas au Bigfoot il y a 5 semaines. Maintenant, je ne sais plus quoi croire. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que mes caméras ont enregistré. Et je sais qu'ils sont là dehors. J'ai commencé à parler à certains des anciens du coin. Harold, le bibliothécaire, m'a conduit dans une arrière-salle remplie d'archives municipales non cataloguées. J'ai trouvé des coupures de journaux des années 1890 décrivant des hommes sauvages dans les montagnes et des journaux de colons mentionnant des géants poilus. Robert, qui tient le restaurant local, m'a dit que son grand-père racontait des histoires sur le peuple de la forêt. Il a eu ses propres rencontres et pense qu'ils font partie intégrante de l'écosystème. Non pas des monstres à craindre, mais des voisins à respecter. Il pense qu'ils ont été plus actifs cette année parce qu'un hiver rigoureux et une mauvaise récolte de baies les ont forcés à étendre leur territoire de recherche de nourriture. Cette nouvelle perspective, qu'ils étaient là les premiers et que je suis l'intrus sur leur terre, est troublante d'une manière différente. Cela ne rend pas l'expérience moins effrayante, mais ça la recadre. Ils n'envahissent pas seulement ma maison, ils inspectent une nouvelle structure construite à la lisière de la leur. Je vends ma maison. Je déménage quelque part avec des lampadaires, des voisins et aucune forêt accessible à pied. Je vais essayer d'oublier, mais je sais que c'est impossible. Ces rencontres m'ont changé. Je sursaute à des bruits que je n'aurais jamais remarqués auparavant. Je scrute automatiquement les lisières de forêt. Je rêve de silhouettes massives se tenant devant mes fenêtres, m'observant avec des yeux intelligents. Ces yeux me hantent plus que tout. Ce moment de reconnaissance dans ma cuisine, l'acquiescement dans son regard avant qu'il ne parte. Ils savent pour nous. Ils l'ont probablement toujours su. Et maintenant, je sais pour eux. Ceci est mon histoire. Croyez-la ou rejetez-la. Tout ce que je peux faire, c'est dire la vérité telle que je l'ai vécue. Les créatures sont réelles, elles sont là dehors. Et si vous vivez près de zones sauvages, elles savent peut-être déjà pour vous. Soyez prudents. Surveillez la lisière de la forêt. Et si vous commencez à remarquer de petites choses qui ne collent pas, ne présumez pas qu'il y a toujours une explication rationnelle. Parfois, les monstres existent vraiment. J'aurais aimé savoir ça il y a 5 semaines. Ceci est mon avertissement, ceci est mon témoignage. Les créatures observent, elles ont toujours observé, et parfois elles entrent.